Hello à toutes et tous et bienvenue sur Kinédi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Guénelle Abéguilé, kinésithérapeute de formation, praticienne en santé fonctionnelle et spécialisée dans les troubles hormonaux. Dans cet échange passionnant, Guénelle va nous parler de son parcours, de sa pratique aujourd'hui et de toutes ses connaissances en matière de micronutrition et santé fonctionnelle. En quoi nos habitudes de vie et alimentaires sont-elles néfastes pour notre santé ? D'où vient l'inflammation de bas grade ? Quelles en sont les conséquences sur notre santé ? Et quels troubles hormonaux sont affectés par cette inflammation ? Guénelle répond à ces questions et nous donne plein d'outils et de conseils pour y remédier. Nous allons parler d'oméga 3, d'oméga 6, de nerfs vagues, mais aussi d'endométriose, de signes cliniques inflammatoires et bien d'autres sujets encore. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous abonner à la newsletter du site de DFM Formation et vous recevrez gratuitement un document très complet sur l'alimentation fonctionnelle pour votre usage personnel et professionnel. N'hésitez pas à partager cet épisode, à l'envoyer à vos proches, collègues et patients, car l'alimentation nous concerne toutes et tous. Aussi, si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute, laisser 5 petites étoiles ou un avis positif pour permettre à ce podcast de continuer à grandir et d'avoir des invités toujours aussi passionnants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guénelle Abéguilé, kinésithérapeute de formation, praticienne en santé fonctionnelle et spécialisée dans les troubles hormonaux. Salut Guénelle, comment ça va ? Ça va très bien. Merci beaucoup à toi, Gabrielle. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de participer et d'enregistrer cet épisode. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi donc des troubles hormonaux, bien entendu, de ta pratique, de ton parcours qui est vraiment très intéressant, de la santé fonctionnelle. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire, puisque tu as beaucoup de diplômes, de formation en micronutrition aussi, donc qui fait partie de la santé fonctionnelle. Mais donc tout d'abord, est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te présenter, nous parler de ton parcours ? Très bien, merci Gabrielle. Alors du coup, effectivement, moi je suis kinésithérapeute depuis pas mal de temps déjà, donc j'ai été diplômée en 2004 et j'ai exercé mon métier de kinésithérapeute avec beaucoup de passion, parce que souvent on pense quand on se réoriente qu'on a eu une lassitude pour son métier. C'était pas vraiment le cas, c'était plutôt qu'il y avait une passion qui a dominé l'autre, qui était effectivement tout ce qui était santé fonctionnelle, micronutrition. Mais j'ai beaucoup aimé mon métier. Mais quand même, c'est vrai qu'on rencontre des personnes dans des maladies chroniques, dans des inflammations chroniques dont on va parler justement, qui m'interpellaient beaucoup et qui m'ont donné envie d'essayer de comprendre quelles étaient les autres causes que les causes mécaniques à l'origine de ces troubles inflammatoires qui occupent à temps plein nos cabinets quand même, au fur et à mesure des années où je travaillais. Je reportais les 3/4 de mon planning sur les semaines qui suivent parce que j'avais peut-être les 3/4 de patients chroniques et donc ça avait laissé très peu de place pour des nouveaux patients, et avec tous les problèmes que kiné, nous, on connaît, les listes d'attente qui s'allongent, une certaine lassitude parfois de prendre en charge des patients chroniques, etc., etc. Et donc, ça m'a interrogée sur ces notions de terrain. Quel est le terrain du patient ? Quelle est les composantes peut-être physiologiques, peut-être biochimiques qui font que ces patients ont des troubles chroniques, des inflammations chroniques notamment. Et ça m'a amené justement à la micronutrition, l'alimentation qui peut expliquer qu'on a une tendance inflammatoire. Donc voilà, j'ai du coup fait d'abord plutôt des diplômes universitaires, notamment à Dijon. Après, j'ai fait d'autres diplômes, d'autres formations plutôt non diplômantes, beaucoup de lectures, des recherches, et effectivement, je me suis après spécialisée par les troubles hormonaux et la fertilité. Super intéressant. Quand tu parles de maladies chroniques, tu veux dire, par exemple, des choses comme des lombalgies chroniques, plutôt de l'ordre musculo-squelettique, ou des choses plutôt d'ordre un peu plus immunitaire, déficience du système immunitaire ? On pourrait tout inclure, je pense, dans les maladies chroniques, ces maladies qui ont tendance à se maintenir, voire à s'aggraver avec le temps. Donc effectivement, il y a tous les troubles ostéo-articulaires chroniques, mais on pourrait aussi citer les maladies métaboliques, l'hypertension artérielle, même la dépression, la fibromyalgie, la fatigue chronique, les
infections froides. Donc, effectivement, ça peut inclure un peu tous les systèmes finalement. Ouais. Les troubles digestifs chroniques aussi, le syndrome d'intestin irritable ou des choses comme ça, tout ce qui fait qu'il n'y a pas tellement de solutions finalement en médecine classique qui sont un peu... Et puis, c'est des maladies qui sont souvent créées par la société, par l'environnement plutôt que la société, par notre mode de vie en fait. Oui, alors justement, venons-en à ce mode de vie. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé dans tes recherches, dans tes formations? Qu'est-ce que tu as découvert là-dessus? Par rapport à l'influence du mode de vie sur la santé, c'est ta question? Voilà, par rapport à l'influence du mode de vie, de l'alimentation sur les maladies chroniques. Très bien. Alors, du coup, l'alimentation, effectivement, elle a beaucoup changé au fur et à mesure des années qui passent. On est aujourd'hui très loin de l'alimentation de nos ancêtres, hein, même en faisant les mêmes choix que nos ancêtres. Si on mangeait les mêmes types de viande et de légumes, on ne les trouve plus, ces légumes et ces viandes. Alors, ils ont peut-être le même nom, mais ils ont beaucoup changé d'un point de vue notamment génétique, mais aussi d'un point de vue de composition. Ils sont de moins en moins chargés en vitamines, en minéraux, hein, de par l'alimentation, l'agriculture intensive, de par la sélection des graines, de par la présence des pesticides, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos aliments sont fondamentalement différents. Oui. Après, nos choix alimentaires sont également différents. On a tendance à chercher des choses pratiques, faciles, rapides. Et donc là, l'industrie a surfé sur nos envies de facilité et on crée les aliments ultra transformés, qui sont des aliments qui composent la grande majorité de l'alimentation des Français moyens et qui sont complètement dépourvus en vitamines et minéraux, et leur ultra-transformation altère encore plus leur impact sur notre santé, notamment sur le microbiote, mais pas que. Et par exemple, un exemple très concret par rapport à la tendance inflammatoire de notre alimentation, c'est que autrefois, on consommait à peu près autant d'oméga 6 que d'oméga 3, et aujourd'hui, on consomme environ 6 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Or, ces oméga 6 ont plutôt une tendance inflammatoire et les oméga 3 vont s'opposer à cette tendance inflammatoire. Et donc, en fait, on flambe et on n'a plus le retardateur de flamme. Donc, on a une prédisposition à l'inflammation chronique de bas grade de par cette alimentation. C'est qu'un exemple parmi de nombreux autres. Oui. D'ailleurs, justement, je fais référence au dernier épisode avec Anthony Berthoud que j'ai interviewé le podcast précédent, et il parle justement de cette inflammation de bas grade qui touche énormément de monde, hein, d'après ce que j'ai compris, et qui est, alors c'est pas la cause, hein, on est bien d'accord, c'est pas la cause, mais ça peut influencer certaines maladies comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et l'obésité. Donc ça fait beaucoup. Tout à fait, c'est vrai que c'est une tendance très fréquente, cette inflammation de bas grade, qui peut effectivement soit initier, aggraver ou entretenir les maladies de civilisation, et c'est un vrai fléau actuellement, hein, tout à fait. Oui. Alors venons-en au cycle hormonal et cette inflammation justement, comment est-ce qu'elle peut avoir un impact négatif, l'inflammation, sur le cycle hormonal? C'est une super question. C'est vrai que l'inflammation va perturber toutes les fonctions, hein. Vous avez dû en parler du coup avec Anthony Berthoud. Ça peut impacter les fonctions métaboliques, les fonctions digestives, les fonctions neuropsychiques, etc. Mais ça impacte aussi nos hormones. L'inflammation va pouvoir déjà influencer notre production hormonale. Par exemple, une femme qui est en inflammation va produire plus d'œstrogène puisque ça va stimuler une enzyme qu'on appelle l'aromatase, qui est une enzyme dont la mission est de convertir nos hormones mâles en hormones féminisantes, donc notamment nos androgènes en œstrogènes. Donc quand je suis en inflammation, j'active cette aromatase, je fabrique plus d'œstrogènes déjà. Mais c'est pas tout, l'inflammation va aussi influencer énormément la sensibilité de nos récepteurs aux hormones. Donc là, même sans agir sur la quantité d'hormones présentes, deux femmes qui auraient exactement la même quantité d'œstrogène, de progestérone, de testostérone, eh bien, elles pourraient avoir une imprégnation hormonale complètement différente. Ce qui signifie que, d'un point de vue clinique, ces hormones n'agissent pas pareil chez une femme ou un homme qui a de l'inflammation ou qui n'a pas d'inflammation. Donc, pour donner des exemples un peu plus concrets, l'inflammation est connue pour rendre nos récepteurs aux œstrogènes très sensibles. Donc, ça veut dire que avec un taux normal d'œstrogène, je peux avoir une clinique d'hyperœstrogénie. Je peux réagir comme si j'en avais beaucoup trop. Et donc, de ce fait, je peux avoir une tendance à la mastodynie, par exemple, avant l'ovulation ou avant les règles. Je peux avoir un syndrome prémenstruel. Je peux avoir des règles très abondantes, très douloureuses. Ça va favoriser aussi notamment le développement de l'endométriose.
Et encore pire, cette même inflammation va rendre nos récepteurs à la progestérone résistants. Donc, à l'inverse, on aura beau avoir une quantité de progestérone normale, même assez élevée, et ben notre corps ne va pas entendre ce message de la progestérone. Or, la progestérone, c'est l'hormone qui contrebalance les œstrogènes. Donc, on se rend compte que ça décuple le problème. C'est qu'un exemple parmi d'autres. L'inflammation va aussi nous rendre résistants aux hormones thyroïdiennes, hypersensibles aux androgènes. Et les androgènes, quand on y est trop sensible ou quand on en produit trop, ça peut par exemple entraîner de l'acné, de la pilosité, et c'est à la base du fameux syndrome des ovaires polykystiques. Ok. Ouais. Voilà, c'est vraiment intéressant. Tu as dit un nom tout à l'heure, je ne connais pas, la mastodénie. Mastodénie, c'est tout simplement avoir mal au sein, les seins qui gonflent, les douleurs de sein avant l'ovulation ou avant les règles. Ouais, effectivement, c'est ces phases du cycle, avant l'ovulation ou avant les règles. Il y a une phase de dominance œstrogénique physiologique, mais qui peut être majorée chez certaines femmes, soit parce qu'elles produisent trop d'œstrogènes ou pas assez de progestérone, ou qu'elles sont hypersensibles, par exemple, aux œstrogènes. D'accord, ok, très bien. Donc, cette inflammation, est-ce qu'on peut juste revenir un petit peu sur ce qui se passe dans le corps quand il y a une inflammation au niveau cellulaire et physiologique? C'est vrai que c'est une question intéressante que tu poses parce que nous, en tant que kinés, ou même tous les autres professionnels de santé, qu'ils soient médecins, pharmaciens ou autres, on nous a toujours enseigné l'inflammation sous son versant inflammation aiguë, l'inflammation criarde, celle qu'on connaît, qu'on nous apprend à repérer avec ses symptômes très, très voyants, rougeur, chaleur, œdème, sueur, douleur. Voilà, c'est ça qu'on nous a appris. Ça, on les repère très facilement. Et en médecine, ils le repèrent aussi par un marqueur biologique qui est la CRP, la protéine C-réactive qui va s'élever en cas d'inflammation aiguë. On en parle notamment dans les maladies inflammatoires, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, etc., etc. Oui. Ou alors suite à une blessure. Mais en réalité, il y a aussi une autre type d'inflammation qui existe, et c'est, je pense, celle dont vous en a parlé aussi Anthony Berthoud, c'est l'inflammation chronique de bas grade, l'inflammation systémique, qui est une inflammation à bas bruit, donc qui n'est pas visible par les signes cliniques qu'on vient d'évoquer, mais qui est chronique, qui est en permanence. Et donc, à bas bruit, ça veut dire que c'est une mini-inflammation qui va par exemple pas être repérée avec un dosage de CRP classique, mais il faudra un réactif beaucoup plus sensible qu'on appelle la CRP ultra-sensible. Et en fait, d'un point de vue biochimique, si on veut, c'est les cellules immunitaires qui vont être déséquilibrées, qui vont avoir une tendance à produire plus de cytokines inflammatoires. Donc, on aura, comme dans l'inflammation aiguë, une élévation des cytokines inflammatoires, mais contrairement à l'inflammation aiguë, ça restera une élévation modérée, mais du coup permanente ou quasi permanente. Et cette inflammation va créer de nombreux problèmes. On a parlé des problèmes hormonaux, mais ça peut entraîner effectivement des personnes qui ont tout le temps mal quelque part. C'est très documenté aussi dans la dépression, parce que ça va impacter la synthèse, la dégradation de nos neurotransmetteurs, par exemple, aussi. D'accord, donc elle agit sur beaucoup, beaucoup de choses, en effet. Oui, tout à fait. Et donc, dans vos cabinets, on prend l'exemple, par exemple, des fibromyalgies, et qui sont toutes en inflammation et qui peuvent. Il n'y a pas que le problème inflammatoire dans la fibromyalgie, bien sûr, c'est plurifactoriel. Et puis, c'est jamais les mêmes problèmes. Il n'y a pas une fibromyalgie, il y en aura autant de patients qu'il y a, mais notamment cette inflammation qui va altérer absolument toutes les fonctions. Tout à l'heure, tu parlais d'endométriose, et donc l'inflammation aussi, ça peut jouer sur cette maladie-là. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, de nombreuses choses possibles, et c'est comme je viens de dire pour la fibromyalgie, il n'y a pas une endométriose, il y a autant d'endométriose que de femmes, et donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas une prise en charge, il y a autant de prises en charge possibles que de causes d'endométriose, donc que de femmes atteintes d'endométriose. Et effectivement, l'inflammation, c'est une grande composante, c'est pas la seule, mais c'est une grande composante. Il y a des perturbations du système immuno-inflammatoire en général, donc du coup, qui va se caractériser à la fois par une inflammation excessive, ça peut être une inflammation juste de bas grade, mais qui est présente chez quasiment tous les endométrioses, et qui va non seulement augmenter l'imprégnation œstrogénique par les mécanismes qu'on a décrits tout à l'heure, augmenter la production d'œstrogènes et la sensibilité aux œstrogènes. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une augmentation de l'imprégnation œstrogénique avec l'endométriose? Eh bien, c'est que du coup, les lésions endométriosiques, donc l'endométriose, peut-être juste pour faire un tout petit point, c'est le développement de cellules identiques à celles qui sont dans l'endomètre, mais qui vont se développer ailleurs,
que de l'endomètre. Alors, souvent, on entend dire que c'est les cellules de l'endomètre qui migrent ailleurs. Ça, c'est un concept un peu dépassé. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est qu'on a effectivement, par différents mécanismes possibles qui sont pas vraiment totalement élucidés, des développements de cellules qui expriment les mêmes gènes que les cellules qu'on a dans l'endomètre et qui vont se développer dans des endroits où elles ne devraient pas se développer. Donc, déjà, il y a un problème immunitaire, c'est-à-dire que normalement, on a des cellules immunitaires, notamment les natural killers, qui sont censées repérer ces cellules dites ectopiques et de les identifier et de les éliminer. Donc déjà, il y a souvent des femmes, effectivement, où on va avoir une baisse du niveau des natural killers chez ces femmes qui vont faire qu'elles vont tolérer ces cellules dans des endroits inappropriés. Et donc, à côté de ça, il y a souvent une composante également inflammatoire. Cette inflammation va effectivement augmenter l'imprégnation oestrogénique, favoriser le développement de ces cellules endométriales. Ça va générer du stress oxydatif qui va faire un peu flamber tout ça, qui va augmenter les douleurs, etc., etc. Et il y a aussi souvent des carences de progestérone, des manques de progestérone. Cette hormone vraiment grandement modulatrice, c'est une hormone qui est anti-inflammatoire, c'est une hormone qui est modulateur des oestrogènes. Et donc, quand on a un manque de progestérone, on ne va pas pouvoir calmer un petit peu le jeu. Et il y a aussi des particularités génétiques. Il y a des femmes qui ont des résistances à la progestérone dans l'endométriose. C'est un sujet relativement complexe, mais en fait, finalement, quand on voit ça, on se dit qu'en agissant sur le terrain inflammatoire, entre autres, il n'y a pas que ça à faire, mais on a déjà un très bon levier d'action pour moduler les douleurs et moduler le développement des lésions endométriosiques chez ces femmes. Ok, donc c'est quoi les premiers pas, les premières étapes pour justement réduire l'inflammation pour une patiente atteinte d'endométriose, par exemple? Donc, pour réduire l'inflammation, on va identifier déjà, est-ce qu'il y a bien de l'inflammation, ce qui est quasiment présent chez toutes les femmes atteintes d'endométriose. Et même si ce n'est pas présent, il y a souvent des inflammations locales. C'est un peu particulier, ce n'est pas forcément généralisé. Donc, effectivement, on a plusieurs causes inflammatoires qui peuvent être recherchées. Et si elles sont présentes ou non chez la femme, on va les prendre en charge ou non. Donc, quelles sont ces causes? Alors, la première, je pense, à citer, c'est le déséquilibre des acides gras. On a un peu parlé. Voilà, exactement. Trop peu d'oméga 3, trop d'oméga 6, enfin, en tout cas, un rapport non équilibré entre les deux. Donc, les oméga 3 les plus intéressants pour lutter contre l'inflammation, on va les trouver dans les petits poissons gras. Donc, tout ce qui est sardines, maquereaux, anchois, harengs. Il y en a aussi dans les gros poissons gras, mais ils ont plein de métaux lourds, donc on ne va pas forcément les recommander. Mais globalement, dire à une femme d'enrichir son assiette avec des petits poissons gras est déjà un grand pas. Après, du coup, il faudra limiter les oméga-6 inflammatoires et ceux-là vont être présents dans tout ce qui est viande, charcuterie, produits laitiers. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en manger, mais ils sont juste à équilibrer avec les apports d'oméga 3 et il faudra favoriser les bonnes filières. Par exemple, une vache qui a brouté de l'herbe aura une viande moins inflammatoire qu'une vache qui est nourrie uniquement à des ensilages de grains. Donc, après les oméga 3, oméga 6, on pourrait parler du stress oxydatif, c'est-à-dire qu'il faudra avoir une assiette très riche en antioxydants, donc une assiette à dominance végétale avec des végétaux colorés, de saison, bio ou du moins cultivés dans le respect de l'environnement, du thé, des épices, des aromates. On pourrait également parler de l'impact du microbiote sur l'inflammation. On parlait d'endométriose, on sait par exemple que les femmes qui ont des dysbioses de putréfaction, c'est-à-dire une prolifération de bactéries entre guillemets qui mangent les résidus protéiques présents dans le côlon, donc quand on mange trop de viande ou qu'on ne les digère pas bien, elles auront plus tendance à avoir de l'endométriose et avec des endométrioses plus cognées. Donc quand on traite un microbiote en ayant une alimentation plus végétale, moins transformée, éviter les médicaments non indispensables comme par exemple le recours systématique aux antibiotiques, aux inhibiteurs de la pompe à protons par exemple, va participer aussi. La bonne mastication, j'aurais dû commencer par là, bien mastiquer va permettre d'optimiser le microbiote pour éviter d'avoir un microbiote qui va favoriser l'inflammation également. Il y a d'autres choses, les insuffisances en vitamine D, en cortisol, l'inhibition du nerf vague aussi, par exemple, sont d'autres causes qui pourraient favoriser l'inflammation. Donc, on aura plein de leviers d'action à individualiser en fonction de chaque personne. Oui, donc déjà, ça passe par des choses très simples. La mastication, par exemple, prendre le temps de manger, déjà, c'est bien. Exactement, et c'est les grands fondamentaux. Souvent, on a l'impression que ces conseils un peu très fondamentaux, les grands conseils basiques n'ont pas de valeur parce que c'est gratuit, ça paraît, c'est des conseils qu'on entend partout. Eh bien, ce sont souvent les conseils les plus pertinents, les plus impactants
Et donc, sans être ultra formé en micronutrition, c'est des conseils qu'on est tous aptes à donner et qu'on donne même sans mesurer l'impact de ces conseils. Et Oui. voilà, retourner vers les grands fondamentaux est souvent bénéfique. Et c'est vrai que quand on spécialise à fond dans un domaine, des fois, on a tendance à oublier ces grands fondamentaux qui sont vraiment essentiels. Mhm. Oui. Donc tout à l'heure, tu parlais du marqueur CRP. Oui. Donc ça, c'est prise de sang, mais ça, c'est pour les inflammations aiguës. Est-ce que, par exemple, pour d'autres types d'inflammations non aiguës, plutôt d'inflammations de bas grade, comment est-ce qu'on les mesure sans faire de prise de sang ou est-ce qu'il y a une autre méthode? Alors, avant de parler de biologie, on pourrait peut-être dire quels sont les critères cliniques qui peuvent nous Oui. dire, ah bah tiens, là, il y a peut-être une inflammation de bas grade. Alors, c'est un peu difficile, hein, je dis ça, et en même temps, la clinique, elle est très peu spécifique parce que la clinique, elle peut se manifester, l'inflammation de bas grade ayant des répercussions sur tous les systèmes. C'est pas très spécifique, mais en tout cas, par exemple, en tant que kiné, dès qu'on a un patient qui revient tout le temps avec des inflammations à droite, à gauche, on traite sa cheville, il y a son, après c'est une épicondylite qui va venir, un mal de dos, une bursite, etc., une capsulite, tout ça, c'est vrai qu'effectivement, ça doit vraiment amener à s'interroger sur une inflammation de bas grade. Mais des fois, il y a des signes cliniques qui sont un peu encore moins spécifiques, c'est-à-dire par exemple une tendance fatiguée, une tendance un petit peu déprimée, un manque d'énergie, ça peut être aussi des conséquences d'inflammation de bas grade. Donc c'est vrai que, comme vous avez entendu certainement avec Anthony Berthoud, enfin comme il vous disait, c'est présent chez une grande majorité de nos patients, enfin pas une majorité, mais chez une grande partie de nos patients. On Oui. pourrait finalement peut-être la rechercher chez tout le monde finalement peut-être. Oui. Du coup, il y a un marqueur spécifique de l'inflammation de bas grade qui a son intérêt, on va rechercher la même protéine, la protéine C réactive, la CRP, mais avec un réactif plus sensible. Et donc, ça s'appelle simplement la CRP ultra sensible. Et donc, les critères vont pas être les mêmes. Dès que la CRP ultra sensible est supérieure à 1, on va mettre en avant, ça va identifier une inflammation chronique de bas grade. Mais on sait que déjà, une CRP qui dépasse 0,5, c'est déjà quand même il y a déjà quelque chose déjà qu'on peut améliorer. Il y a déjà une légère petite inflammation de bas grade qui se prépare. Ok, d'accord. Les conseils alimentaires là que tu donnais, donc tout ce qui est oméga 3, bien mastiquer son repas, bien sûr les fruits et légumes de saison, de bio de préférence, est-ce que ça peut s'appliquer à tout le monde ou est-ce que c'est vraiment au cas par cas, j'imagine? Est-ce que tu vas par exemple plus recommander chez quelqu'un, je sais pas, plus de vitamine D ou j'imagine que c'est vraiment du cas par cas, non? Alors, il y a du cas par cas, mais il y a des grands fondamentaux bénéfiques pour tous. Donc, effectivement, on devrait tous bien mâcher. On a tous un déséquilibre oméga 6, oméga 3, donc on devrait tous manger un peu plus de poissons gras parce qu'on en mange vraiment trop peu. Et comme on disait aujourd'hui, on peut plus avoir une alimentation comme nos ancêtres. Donc finalement, je vais te donner un exemple concret. Il Oui. existe un bilan d'analyse nutritionnelle et fonctionnelle, donc c'est pas des bilans médicaux, hein, c'est vraiment des bilans qui vont chercher des dysfonctions, pas des maladies. C'est un bilan qui s'appelle le bilan des acides gras érythrocytaires. En fait, on te fait une prise de sang et on va rechercher dans tes cellules, hein, dans tes globules rouges en l'occurrence, quelle est la quantité de tel et tel oméga 3, parce qu'il n'y a pas qu'un oméga 3 ni qu'un oméga 6. Donc on va rechercher tous les types d'oméga 3, les types d'oméga 6, les graisses saturées, les acides gras trans, etc. dans tes cellules. Et moi, j'ai fait ce bilan au moment de ma vie où je mangeais le mieux. Donc, j'ai été vite fait quand même un peu vaccinée au bout d'un moment de manger 300-400 grammes de petits poissons gras par semaine. Donc, aujourd'hui, je le fais moins bien, j'avoue. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment, je pense, quasiment irréprochable sur mon assiette. Et malgré que j'avais une alimentation avec ces 300-400 grammes de petits poissons gras, peu de viande, enfin, suffisamment pour avoir des bons apports protéiques, mais pas trop de viande et des bonnes sources, des acides gras oméga 3 végétaux, huile de lin, de colza, de cameline, pas trop d'oméga 6 végétaux comme l'huile de tournesol, de sésame, etc. Bref, une très bonne assiette. Et ben malgré ça, j'avais un rapport, on appelle ça l'acide arachidonique sur l'EPA. Donc c'est, on va dire, l'oméga 6 inflammatoire sur l'oméga 3 anti-inflammatoire, qui était à 7. 7 sur 1. Donc j'avais 7 fois plus d'oméga 6 inflammatoire que d'oméga 3 anti-inflammatoire. Alors que je mangeais super bien. Et je pense Ah que oui. si j'étais au paléolithique et que je mangeais comme ça, j'aurais pas eu ce rapport. C'est qu'aujourd'hui, nos viandes d'élevage qui sont nourries exclusivement
quasiment exclusivement au soja et au maïs, très inflammatoires, enfin riches en oméga 6, c'est pas la même chose que les viandes d'autrefois. Donc aujourd'hui, malheureusement, on peut plus avoir des rapports optimaux. Il faudrait être à peu près à 3/1, idéalement. Donc ça, c'est plus possible. Et donc aujourd'hui, dire à tout le monde de manger un peu plus de poisson gras, c'est bien. À tout le monde de bien mâcher, c'est bien. À tout le monde de manger un peu plus de végétaux, c'est bien, puisque dans les végétaux, il y a des antioxydants, mais il y a aussi des fibres très importantes pour notre microbiote. Normalement, on devrait avoir une dose de fibres entre 30 grammes à 50 grammes par jour, et le Français moyen, il mange autour de 15 grammes de fibres. Donc c'est vrai qu'il y a des conséquences sur la glycémie, donc sur le métabolisme, sur le microbiote qui sont importants. Et donc il y a des conseils pour tous quand même. À ce sujet, si vous voulez avoir des conseils alimentaires pour tous, j'ai écrit un petit document qu'on peut avoir en s'inscrivant à la newsletter de mon site internet. Il y a un petit pop-up sur le site si vous voulez la voir. C'est sur le site DFM Formation. DFM Formation. Et vous pouvez télécharger ces 15 pages où avec des conseils alimentaires pour tous. Ça, c'est vraiment des conseils. Voilà. Mais ça reste du généraliste. Mais c'est vrai que c'est déjà pas mal. Et après, il y a plein d'autres conseils qu'on va vraiment individualiser en fonction du bilan clinique. On va poser plein de questions aux patients en les interrogeant sur les différentes fonctions. On va poser des questions pour évaluer ses fonctions digestives, ses fonctions microbiotales, ses fonctions détox, ses fonctions immuno-inflammatoires, métaboliques, neuropsychiques. On va repérer les signes cliniques qui évoquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va rechercher les causes de ce qui ne va pas et on va donner des conseils spécifiques sur ce qui ne va pas, sur les causes, pour essayer de traiter les causes du problème. Voilà. Et on mettra le lien de ce petit document que tu as fait sur la description de l'épisode, comme ça les gens pourront le télécharger. Très bien, donc ce sera le lien que tu mettras. Il faudra peut-être aller en bas de la page ou peut-être qu'il y a un pop-up qui s'ouvrira, je ne sais plus, et après vous rentrez votre adresse mail et du coup c'est un enregistrement, un newsletter qui vous donne accès à ce document. Super. Pour en revenir aux oméga 6, donc est-ce que ce sont les seuls à incriminer dans le cas de l'inflammation, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, donc, dans le cas de l'inflammation, on peut incriminer plein de choses. Donc, on a parlé vite fait des acides gras, déficit de vitamine D, déficit d'antioxydants, manque de cortisol, nerfs vagues, dysbiose, etc. Mais par contre, on pourrait répondre à la question, s'il y a d'autres acides gras inflammatoires, peut-être que c'était plutôt ta question, parce qu'effectivement, il y a d'autres acides gras qui sont inflammatoires. Je pense par exemple à l'acide palmitique. C'est pas un oméga 6, c'est un acide gras saturé. Et celui-là, on le trouve dans les biscuits, gâteaux, les viennoiseries industrielles. C'est bien l'huile de palme dont on entend beaucoup parler par rapport au problème de déforestation. En plus de ça, il a le problème qu'il est effectivement inflammatoire. Il y a également les acides gras trans, les acides gras qui ont été hydrogénés par l'industrie alimentaire. Ce sont des acides gras qui, à la base, sont insaturés, qui ont des doubles liaisons, et l'industrie alimentaire, pour les préserver, pour les stabiliser ou pour les durcir, va rajouter de l'hydrogène dedans. Et donc, ces acides gras trans, on va par exemple les trouver dans des margarines. Pour rigidifier des huiles végétales qui sont liquides à température ambiante, c'est un procédé qui est fait. Et donc, ces margarines, par exemple, qui sont souvent consommées dans un but santé pourtant, puisqu'on a incriminé longtemps la responsabilité des acides gras saturés dans l'inflammation. Alors, c'est pas totalement faux, mais c'est l'excès qui est problématique. Mais on a incriminé ces acides gras saturés, notamment dans la genèse des maladies cardiovasculaires. Et donc, on a dit aux patients d'arrêter de manger du beurre et de remplacer le beurre par des margarines. Et ces margarines contiennent des acides gras trans qui sont bien plus problématiques que les acides gras saturés, donc qui sont bien plus problématiques, notamment pour les problèmes cardiovasculaires. Donc, voilà, c'est malheureusement encore des habitudes de personnes qui ont fait des infarctus, des AVC et qui aujourd'hui mangent des margarines pour se protéger des récidives. C'est pas vraiment une bonne idée, à l'exception de certaines margarines qui sont moins pires que d'autres parce qu'il n'y a pas d'acide gras trans, parce qu'ils sont faits par d'autres process. Mais voilà, du coup aujourd'hui, notamment guidés par les conseils nutrition santé, on a d'autres problématiques qui viennent, notamment l'augmentation des acides gras trans. Ok. Et donc les aliments à éviter, par exemple, tu parlais d'huile de tournesol, d'huile de sésame. Il y a aussi la viande, donc ça va dépendre de si c'est de la viande bio, j'imagine, si elle a été élevée avec de l'herbe et non pas des grains. Est-ce qu'il y a d'autres aliments qui contiennent des oméga 6 qui sont inflammatoires à éviter? Alors, je vais répondre. J'avais envie de rebondir sur ce que tu disais.
Je dirais pas éviter, je dirais limiter et équilibrer avec les bons aliments. Par exemple, l'huile de sésame, elle est très riche en oméga 6, c'est pas l'idéal, on en a trop dans notre assiette, mais moi j'adore son goût et l'importance de se faire plaisir est à prendre en compte aussi. Mais par contre, en face, il faut quand même manger suffisamment, par exemple, d'huile de colza ou de lin, par exemple. Et après, tu me disais, pardon, j'ai oublié la suite, excuse-moi. Les autres, non, pas de souci. Les autres aliments qui contiennent des oméga 6. Alors, les oméga 6, donc, les plus inflammatoires, c'est ceux qu'on trouve, comme tu disais, dans les viandes, produits laitiers, charcuteries, surtout effectivement, en fonction de la provenance, comment les animaux ont été élevés. Par exemple, les œufs de poule à qui on a rajouté des graines de lin auront plus d'oméga 3. C'est une filière nutrition santé qu'on appelle bleu blanc cœur. Oui. Donc, si les œufs traditionnels sont assez riches en oméga 6, les œufs de la filière bleu blanc cœur sont quand même plus riches en oméga 3. Mais si vous avez des poules, vous pouvez aussi leur donner des graines de lin broyées en mélange dans leurs grains. Ça vous fera vos propres œufs bleu blanc cœur. Après, oui, je voulais te rebondir sur ce que tu disais. Voilà, je cherchais. Tu parlais des aliments bio qui seraient certainement mieux. Ça dépend quand même comment l'animal a été nourri. Puisque parfois les poissons d'élevage bio peuvent être nourris aux céréales bio. Et déjà, il y a quand même une aberration, nourrir un poisson qui vit dans la mer avec des céréales, des plantes qui poussent sur la terre. Déjà, on voit bien qu'il y a une incohérence. Oui. Et ces céréales sont effectivement riches en oméga 6 pour la plupart. Et donc, ces poissons bio nourris aux céréales peuvent être moins riches en oméga 3 que les poissons sauvages. Et il y a eu une étude, alors ça fait longtemps, qui avait été faite pour comparer la teneur en métaux lourds des saumons bio et non bio. Et effectivement, malheureusement, les saumons bio avaient 2 fois plus de mercure que les non bio. Donc, le bio, oui, mais il y a aussi une place pour tout ce qui est plutôt bien fait, quoi, le raisonné, le raisonnable, la culture intelligente, sensée, le paysan qui a peut-être pas choisi d'avoir son label bio, mais qui fait les choses avec amour et bienveillance et qui parfois fait les choses bien mieux que le bio, c'est pas toujours la panacée, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Malheureusement d'ailleurs, parce que souvent c'est plus cher, donc on se dit on achète de la qualité et c'est pas tout le temps au rendez-vous. Exactement, tout à fait. Et puis dans les bio, on voit beaucoup d'ultra transformés aussi. Donc des fois je plaisante avec un copain qui mange que du bio, mais il mange que de l'ultra transformé. Donc je lui dis, on se dit en plaisantant qu'il va faire un cancer bio, quoi. C'est vrai que voilà, ça nous empêche pas d'avoir une œil sur l'étiquette et d'éviter les produits ultra transformés. C'est quand même un grand conseil santé général pour tous aussi du coup. Oui. Pour ceux qui mangent pas de poisson ou qui sont véganes ou qui n'aiment pas ça, les poissons gras, où est-ce qu'ils peuvent trouver des oméga 3? Il me semble que dans les noix de Grenoble, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est moindre que les petits poissons? C'est une très bonne question, merci de la poser. Alors, dans les végétaux, donc les noix, par exemple, ou les graines, ou les feuilles, enfin les légumes, il y a effectivement des oméga 3 ou des oméga 6, mais ce ne sont pas les mêmes qu'on va trouver dans le règne animal, donc poisson ou viande. Donc, dans les graines, on va prendre par exemple les graines de colza, les graines de lin, on trouve des oméga 3, mais c'est pas l'EPA, DHA qu'on trouve dans le poisson gras qui sont vraiment anti-inflammatoires. C'est leur précurseur, l'acide alpha-linolénique. Et malheureusement, on a très peu de capacité à convertir les précurseurs oméga 3 en EPA, DHA qui vont directement agir sur notre inflammation. Il y a vraiment très très peu de capacités et ça dépend. Ces capacités dépendent de notre génétique, de certains micronutriments, du stress, de plein de facteurs. Donc, malheureusement, on ne peut pas se contenter de ça. Alors, oui, recommander des huiles de colza, de lin, de caméline riches en oméga 3 végétaux est intéressant pour la santé, mais ce n'est pas suffisant pour lutter contre l'inflammation. Donc, si on n'aime pas les poissons ou qu'on est vegan, alors d'abord, 2 choses différentes. Si on n'aime pas les poissons, on pourra trouver l'EPA, DHA, ces acides gras dans des gélules d'huile de poisson, des gélules riches en EPA, DHA. Donc, à ce moment-là, on pourra recommander à peu près 500 mg d'EPA et de DHA, plus DHA, les deux en même temps, 500 mg par jour, à prendre de préférence le soir.
Mais par contre, on comprend bien que le vegan n'ira pas prendre des huiles de poisson s'il est vegan. Et pour Oui. eux, il faut quand même leur recommander de l'EPA-DHA et ils peuvent trouver de l'EPA-DHA également en capsule provenant d'algues. Donc, on en trouve dans pas beaucoup de laboratoires pour le coup, mais ça existe. C'est plus cher, mais c'est une alternative qui est importante parce que quand on fait justement le bilan dont je vous parlais tout à l'heure, le bilan des acides gras érythrocytaires, les pires rapports qu'on peut trouver EPA acide arachidonique inflammatoire, oméga 6 inflammatoire sur EPA anti-inflammatoire, c'est souvent chez les végétaliens. Donc, il faut vraiment qu'ils se complémentent à ce moment-là avec cet EPA DHA vegan issu d'une certaine algue. D'accord. Ok. Et donc, les noix, par exemple, il y en a. Oui, tu m'as parlé des noix. Alors, Ouais. les noix, on en parle souvent effectivement pour leur teneur en oméga 3. Donc, bien sûr, c'est un oméga 3 végétal. Mais par contre, il y a quand même 5 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3 dedans. Donc, c'est pas non plus déconnant parce qu'on est pour la plupart bien au-delà de 5 sur 1. Mais c'est pas quelque chose de très bien équilibré. C'est pas non plus l'idéal. Alors, bien sûr, ça fait quand même partie d'une alimentation santé puisqu'il y a plein de choses dans les noix qui sont très intéressantes. Mais le rapport oméga 6 sur oméga 3 n'est pas forcément optimum. Mais il est pas mal. Contrairement à d'autres graines, c'est quand même pas mal du tout. Enfin, à d'autres oléagineux, pardon. Ok. Donc, les noix, les amandes peuvent être très intéressants dans le cadre d'une alimentation santé. Ok. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais du nerf vague. Tu l'as mentionné 2 fois, donc est-ce que tu peux m'expliquer Oui. qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bah, tu me demandais les causes de l'inflammation. Voilà. Et ça fait partie d'une des causes. Alors, quand je parle de cause, je parle de fonctionnel. Donc, déjà, pour mettre bien les différences, je ne suis pas médecin. Je ne parle pas de maladie, mais entre la pleine santé et la maladie, il y a 50 nuances de gris dans lesquelles on s'intéresse en santé fonctionnelle. Et donc, tu m'as demandé les causes de l'inflammation. Je t'ai parlé des acides gras oméga 3, des antioxydants, de la vitamine D, de la dysbiose. Et je t'ai parlé du nerf vague. Parce que ce nerf qui fait le lien entre le ventre et le cerveau, et même il a des ramifications même avant le ventre, dès le larynx, la bouche, etc. Ce nerf vague synthétise de l'acétylcholine qui est anti-inflammatoire. Quand on a une bonne activation du système nerveux parasympathique, on a une bonne activité du nerf vague, ça synthétise de l'acétylcholine qui a une action anti-inflammatoire. Par contre, le problème, c'est que le nerf vague, il est inhibé par beaucoup de situations. Le stress, la dysbiose inhibe le nerf vague et l'inflammation inhibe le nerf vague, ce qui est dommage parce que son activation permettrait de diminuer l'inflammation. Donc, il peut y avoir des cercles vicieux qui s'installent. Mais toutes les techniques dont on peut entendre parler qui auront pour action d'activer le nerf vague, donc d'activer le système nerveux parasympathique ou de moduler l'orthosympathique, ça permettra du coup d'avoir une action anti-inflammatoire. C'est pas très connu, mais du coup, quand on fait de la cohérence cardiaque ou des méthodes de stimulation du nerf vague, quelle qu'elle soit, ça peut favoriser la désinflammation, on va dire. D'accord. Intéressant tout ça, oui. Pour les kinés qui effectivement travaillent un petit peu là-dessus, on ne se rend pas toujours compte que ça peut avoir des actions. L'activation du nerf vague va aussi optimiser la digestion. Ça va permettre de préparer la sécrétion des enzymes digestives. Et bien digérer, c'est aussi avoir un bon microbiote. Et avoir un bon microbiote, ça va favoriser l'activation du nerf vague. Donc, en fait, on ne se rend pas compte des fois quand on donne des petits conseils basiques que ça peut avoir des effets bénéfiques collatéraux extraordinaires parfois. Oui. La méditation, etc. Donc, ouais, tout à fait. Oui, tout à fait, oui. C'est là très intéressant notre métier de kiné aussi. Comme je vous disais, moi j'ai toujours adoré mon métier de kiné aussi. On a tellement de levées d'action sur tellement de choses. C'est ça, oui. Bah justement, alors j'en reviens à ma prochaine question. Donc là, tu n'es plus kiné. Tu donnes principalement des formations. Oui. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix? Bah oui, voilà, du coup, bonne transition. Effectivement, jusqu'au bout, j'ai aimé mon métier. Vraiment, le fait de pouvoir avoir un métier où on peut se former en permanence, découvrir des nouvelles techniques, choisir ces techniques en fonction de ce qui nous attire et d'avoir des patients qui nous ressemblent. Comme on voit bien qu'en fonction on va vers des formations qui nous parlent et on attire les patients qui recherchent ces techniques. Donc, c'est vraiment une grande chance qu'on a aussi de pouvoir travailler comme ça. Mais quand j'ai commencé à découvrir la micronutrition, c'est un domaine dans lequel on met un doigt dedans, on ne peut plus en sortir, c'est tellement passionnant et plus on se forme, plus on a envie de se former, c'est tellement stimulant.
Et donc, pendant pas mal d'années, j'ai concentré mon activité avec beaucoup de techniques viscérales. J'aimais beaucoup le ventre. J'ai fait des formations avec Thierry Blin, kinéformation, et qui m'ont beaucoup plu et qui sont très complémentaires avec la micronutrition. Et au fur et à mesure, je développais d'autres formations parce que la micronutrition, c'est assez réducteur finalement. La micronutrition, je me reconnais pas en tant que praticien en micronutrition. C'est pour ça que je dis que je suis plutôt praticien en santé fonctionnelle qui est plus global. La micronutrition, c'est un outil qu'on peut utiliser dans la santé fonctionnelle. Et la santé fonctionnelle, on peut utiliser plein de techniques, l'alimentation, la complémentation avec des micronutriments, avec des plantes, des conseils d'hygiène de vie, de sommeil, de sport, voire même de la thérapie viscérale, pourquoi pas, on peut englober un peu ce qui nous parle dedans. Et donc, je pouvais plus tout faire par manque de temps. Donc, j'ai choisi de me concentrer sur la consultation en micronutrition en santé fonctionnelle. Et passionnée par la transmission de ce métier qui me passionnait, j'ai commencé à donner des formations et j'avais arrêté la kiné à peu près à cette même période-là. Donc, à cette période-là, je faisais des consultations en micronutrition et je commençais à donner des formations. Et au fur et à mesure, ma passion pour la transmission a pris le dessus et j'ai dû faire un autre choix par manque de temps aussi. Donc, j'ai dû arrêter la consultation. Avec mon associé Bruno Méré, on a ouvert cette organisme de formation, DFM Formation, qui s'est développé, qui est un organisme de formation où on transmet avec beaucoup d'amour, vraiment c'est une aventure assez magique qui s'est produite chez DFM Formation. Du coup, voilà, je me suis concentrée sur la formation, je me suis spécialisée en hormonaux, en fertilité, et j'ai plus eu le temps de consulter. Donc, pour garder un pied quand même dans la pratique, aujourd'hui, je supervise un petit groupe de 6 praticiennes qui ont des très bonnes compétences en hormonaux. Et donc, je vois plus directement le patient, mais je continue à avoir des retours de cas cliniques et à donner des conseils à travers ces 6 praticiennes que je supervise, en fait, à côté de mes formations. Ouais. Super. D'ailleurs, tu as aussi quand même, t'as oublié de le mentionner, mais tu as écrit un livre, Troubles hormonaux, reprenez le pouvoir, quand même. Oui, il y a un livre qui m'a occupé beaucoup, beaucoup de temps. C'est un livre très dense en informations. Oui. Effectivement, je transmets aux professionnels de santé, mais j'avais un besoin de transmettre à la femme. D'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je l'écrivais pour les pros de santé et au fur et à mesure de son écriture, j'avais déjà dépassé la moitié de son écriture et je me suis dit, mais non, en fait, c'est à la femme que je veux parler, c'est pas aux pros de santé, enfin, pas que aux pros de santé. Oui. Et donc là, me voilà revenue au chapitre 1, l'introduction, pour le réécrire de manière un peu plus vulgarisée. Il reste technique, mais il est écrit avec un langage parlé. Voilà, même s'il est très technique, je pense que sa lecture est assez légère et qui permet quand même du coup d'être compris par la femme très intéressée par contre. C'est pas un livre qu'on va lire comme ça, c'est un livre où il faut se concentrer. C'est écrit pour la femme qui a des troubles hormonaux, notamment des troubles du cycle, et qui ne trouve pas de réponse à ces questions, qui a envie de comprendre et qui a envie de mener sa propre enquête dans ces troubles. Donc vraiment, c'est un livre très complet qui permet à la femme de repérer ce que j'appelle ces cyclotoxiques, donc ces facteurs qui sont toxiques pour son cycle. Donc, je l'aide à enquêter à travers ces signes cliniques et donc à trouver des solutions adaptées en fonction de ces troubles. Bon, entre nous, il est toujours mieux d'aller voir un praticien formé parce que se faire accompagner, ça semble essentiel, mais ça leur permet quand même déjà de trouver beaucoup de réponses à leurs questions, d'en parler à leurs professionnels de santé éventuellement, de trouver un praticien pour les aider à être accompagnés. Et voilà, du coup, c'est un livre qui est sorti aux éditions Marco Pieter en octobre 2023, qui s'appelle Troubles hormonaux, reprenez le pouvoir. Tout à fait. Oui, super. Je mettrai aussi le lien du livre dans la description de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Quel conseil tu donnerais à des kinés donc qui font même sans hors nomenclature quoi que ce soit, qui font des séances lambda normales, mais qui aimeraient eux donner des conseils à leurs patients en termes de micronutrition pour leur apporter quelque chose en plus. Surtout, je pense aux kinés qui ont des patientes femmes qui ont des troubles hormonaux et qui aimeraient apporter quelque chose de plus à ces patientes-là. Comment est-ce qu'ils pourraient intégrer dans leur séance, dans leur pratique, ces conseils? Alors, déjà, des conseils plus généralistes sur l'inflammation en général, en téléchargeant le document dont je vous avais parlé sur les conseils de l'alimentation fonctionnelle, il y aura déjà pas mal de choses. Ça sera pareil toujours à individualiser, parce que pareil, on n'a pas parlé du surpoids, mais le surpoids est souvent lié à l'excès d'insuline, et l'excès d'insuline est aussi inflammatoire. Donc, des fois, en réduisant un peu les aliments qu'on appelle à charge glycémique élevée, du coup, moins de sucre, moins de gâteaux, mais aussi moins de pâtes blanches, moins de riz blanc,
plus de bonne graisse, plus de bonnes protéines, etc. Ça peut aussi s'intégrer dans ces types de conseils. On a parlé de l'intérêt des oméga 3, pas trop d'oméga 6, l'intérêt des polyphénols, de l'alimentation plutôt biologique, une alimentation riche en végétaux, ça fait partie de grands conseils, comme on disait, santé pour tous. Après, pour tout ce qui est troubles hormonaux, c'est tellement complexe à simplifier, mais du coup, j'inviterais à rejoindre peut-être mon compte Instagram qui s'appelle Réhormonisez-vous, lire mon livre qui est très complet, et puis après, faut pas hésiter à se former si ça les intéresse vraiment. Mais c'est vrai que on a la chance d'avoir des patients régulièrement, parfois sur du long cours, et de pouvoir vraiment avoir une action à jouer à travers des conseils vraiment basiques dans nos prises en charge. Et pour ça, ça ne nécessite pas forcément toujours des grandes formations, si c'est juste dans ce cadre-là, se renseigner à travers une lecture peut être également pertinente. Ouais. Et il ne faut pas hésiter à transmettre à vos patients le document dont je vous parle. Il est fait pour être distribué, il n'y a pas de souci. Très bien, super. Guénel, on arrive à la fin de l'épisode, mais j'ai une question un peu plus perso à te poser. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie pro? Oh là, très bonne question. Ah oui, je vais rester sur une phrase de Thierry Blin, mon formateur du camp en kiné viscérale. Vous êtes nombreuses, je pense, à le connaître. Oui. Un jour, j'étais en colère. J'irai pas revenir sur le pourquoi du comment j'étais en colère, mais j'ai très envie, mais je ne veux pas en parler. Alors que je trouvais vraiment, je me sentais vraiment victime d'une injustice. Et il m'a dit cette phrase qui, sur le coup, m'a beaucoup étonnée, m'a un peu déroutée, mais il l'a dit avec une intention, une attention particulière qui m'a pas laissée indifférente. Il m'a dit « garde ta colère ». Et alors que, voilà, ça paraissait un peu violent quand on est en colère, on a envie de libérer cette colère, au contraire, mais ça, elle me bouffe en fait, je veux pas cette colère. Et en fait, cette phrase a résonné en moi quand j'ai raccroché au téléphone. Je me suis dit, mais alors qu'il aurait dit d'une autre façon, je l'aurais directement rejeté. Et là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et en fait, je me suis dit, mais oui, mais ma colère est légitime en fait. Il y a des choses qui sont pas acceptables, qui sont pas normales. Et je suis notamment très indignée de la non-information qu'on donne à la femme sur sa physiologie du cycle, sur l'impact de son mode de vie, éventuellement sur l'impact de la pilule contraceptive qu'on donne aujourd'hui à toutes les femmes pour un oui ou pour un non. C'est même plus pour de la contraception qu'on la donne, c'est dès qu'elle a de l'acné, dès qu'elle a des règles douloureuses, dès qu'elle a des syndromes prémenstruels, etc. Alors, je dis pas qu'il y a pas une place pour tout, mais le problème, c'est que cette pilule, si parfois elle soulage les symptômes, elle va pas traiter l'origine du problème. Et l'origine du problème de cette femme peut occasionner d'autres troubles, notamment, par exemple, une femme qui a des règles douloureuses abondantes ou un syndrome prémenstruel, c'est qu'elle a un déséquilibre hormonal, et ce déséquilibre hormonal, il augmente ses risques de cancer hormonodépendant. Et de donner une pilule contraceptive qui est elle-même un cancérogène de première catégorie reconnu par le CIRC, ça ne devient pas le centre de recherche contre le cancer, ça ne sort pas c'est pas des propos complotistes, quoi. N'est pas une solution, c'est pas normal. Et donc ça m'agace beaucoup, ça me met très en colère. Je pense que tu le ressens quand j'en parle un petit peu. Oui. Et voilà, donc le fait d'avoir entendu cette phrase me résonner dans la tête, ça m'a permis de vraiment utiliser cette colère que j'ai vraiment en moi pour former, pour informer les femmes, les professionnels de santé. Et ça me guide. En fait, maintenant, ma colère est devenue mon compagnon de route. Et depuis, c'est plus tout dévastateur. Et voilà, c'est un sentiment que je ne voudrais plus, dont je ne voudrais plus me débarrasser. Voilà. Tu as transformé cette colère en énergie, dynamique, quoi, pour changer les choses, pour faire bouger les choses. Oui. Tout à fait. C'est une colère d'indignation, donc elle est légitime en fait. Et des fois, on veut nous réprimer nos émotions. Et non, en fait, nos émotions souvent sont légitimes. Il faut en faire quelque chose, par contre. Ouais. Oui, complètement. On n'en a pas parlé du tout de la pilule contraceptive, mais écoute, ce sera peut-être l'objet d'un prochain épisode. Quand tu auras le temps, on fera un nouvel épisode là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Oui, on peut faire un podcast complet sur le sujet si tu veux. Oui, avec grand plaisir. Écoute, Guénel, je te remercie beaucoup. Vraiment, c'était un échange intéressant. Je suis vraiment en admiration la façon dont tu décris les choses, tellement clair. T'es une mine d'informations en plus, donc c'est très facile de t'écouter. Donc je suis sûre que les auditeurs penseront la même chose que moi. C'est un plaisir et merci beaucoup à toi pour ce podcast et pour ce que tu fais pour les kinés en général. Merci beaucoup.